Mais ratifier, on ne peut le faire qu'en connaissance de cause. Ça veut dire après débat. Comment pouvons-nous intelligemment ratifier 8 textes de loi sans en débattre et croire que le gouvernement, tout ce qui a été fait par lui est parfait? De deux, comment pouvons-nous considérer que si c'est parfait, que le Parlement a encore un rôle à jouer? Si le gouvernement peut être efficace pour voter 8 lois pendant 3 mois, pendant que nous en votons à peine 2 pendant une session, ça veut dire que l'Assemblée nationale n'a pas de raison d'être. Et donc, la raison pour laquelle nous quittons aujourd'hui, c'est pour démontrer que le Parlement, qui est le pouvoir législateur, devrait vérifier dans les moindres détails ces textes avant de les ratifier. Et on ne peut pas, comme l'a dit Mbao, faire des propositions de loi pour modification sans qu'il n'y ait débat. Vous connaissez les habitudes des parlementaires. Tout le monde ne lit pas tous les textes. Chacun est spécialiste dans un domaine déterminé. Pour que nous puissions avoir l'argument amenant vers l'approbation ou le rejet, il faut qu'il y ait débat. Pour que chacun prenne connaissance de ce qui a été écrit dans ces textes. Mais aussi, pour pouvoir préparer les textes modificatifs, il faudrait susciter l'engouement des collègues pour que le moment où le texte rectificatif viendra, qu'on en connaisse l'essence. Nous passons des débats régulièrement ici sur les textes de ratification. Mbao nous apprend aujourd'hui que du point de vue de droit, on ne peut pas débattre des textes de ratification. Donc ça veut dire que tous les débats que nous avons eus depuis le début de la législature et toutes les législatures sur les textes de ratification n'ont aucun sens. Vous vous rendez compte vers où on nous tire vers les bas. On est en train de dégrader le rôle du Parlement. Nous sommes devenus une caisse de résonance où tout ce qui est fait par le gouvernement doit être applaudi parce qu'on est d'une telle majorité. Rappelez-vous quand on a voulu faire les débats sur la loi de ratification de l'accord nous intégrant dans l'EAC, il y a eu block-out. On a refusé que nous puissions avoir le débat. Mais aujourd'hui, où sommes-nous? Est-ce que le texte de ratification nous amenant dans l'EAC a été un bon texte? Ou aujourd'hui on vous dit que vous n'avez pas le droit de quitter? Et si vous quittez, vous êtes obligé d'être responsable des actes qui sont posés par l'organisation, même quand vous n'y êtes pas. Est-ce que ce sont des textes de cette manière-là que nous devons ratifier dans notre pays? Et donc nous estimons que le Parlement court un grand danger. Si nous continuons de cette manière-là, nous cautionnerons des textes pour lesquels les générations futures nous jugeront et considéreront que nous avons été des irresponsables en cautionnant des choses qui sont inadmissibles et depuis du point de vue du droit et du point de vue des normes. Aujourd'hui, nous voulons voter la loi sur l'environnement, par exemple. Ce texte vous dit à l'article 42 qu'il est interdit toute émission dans l'atmosphère qui est susceptible de causer un dommage à la santé. Est-ce que vous savez que le fait de préparer avec Makala est susceptible de nuire à la santé? Est-ce que vous savez que le fait qu'un avion survole un espace est susceptible de nuire à la santé? Ce qui est exigé, c'est de prendre des normes pour limiter ces émissions. À quel moment allons-nous en parler? Nous avons la loi sur la santé ici qui nous dit qu'aujourd'hui, les structures de santé dépendent du pouvoir central. Ça veut dire qu'ils deviennent des entités déconcentrées. La Constitution dit que les structures de santé sont des entités décentralisées dépendantes des provinces. Comment allons-nous concilier cette violation de la Constitution avec la loi que nous allons voter aujourd'hui? Si nous allons dans le numérique, il y a autant d'abus. Et donc, nous ne pouvons pas être la commune. Qu'est-ce que c'est résonance? Quand on vous donne un pouvoir à quelqu'un, vous déléguez ce pouvoir, vous avez le droit de contrôler, de vérifier s'il a bien fait ce travail avant de l'approuver ou de le rejeter. Et c'est pour cette raison-là que nous avons dit, nous quittons la salle, on ne peut pas continuer à travailler de cette manière-là parce que les générations futures, nous en prenons témoin, nous les laissons un seul prendre la décision de ces actes. Les jours où ils auront des conséquences négatives, qu'on sache que les FCC n'a pas participé à un tel débat. C'est bien. Merci. C'est une question fondamentalement technique. C'est une question de droit qui ne nécessite pas les émotions. Les principes en droit, tels que prescrits à l'article 129, alinéa 3. La Constitution du 10 février 2006, c'est que les parlements saisissent des projets, des lois, des ratifications, n'a pour obligation soit de recevoir ces textes ou de les rejeter. Les débats s'articulent autour de deux opérations. Soit vous rejetez, soit vous confirmez. Parce que techniquement, la ratification est une opération
juridiques, des confirmations des actes pris par le gouvernement à l'occasion d'une habilitation parlementaire. Et que de ces faits, beaucoup n'en savent pas. Comparativement au droit français, ici je cite l'article 38 de la Constitution française du 4 octobre 58, en droit congolais, l'opération de ratification est une opération implicite. Et que de ces faits, elle n'engage pas un débat de fond. Pour autant que le parlementaire congolais, au regard de cette disposition, n'a pas compétence à apporter la modification ou la rectification dans le corps des textes soumis à ratification. De sorte que la Constitution elle-même, à l'alinéa qui suit, prévoit la possibilité d'une modification ultérieure. Ce qui revient à dire, lorsque les parlementaires, à la lecture du texte, viennent à découvrir des dispositions handicapantes dans les ordonnances qui d'ailleurs sont déjà en vigueur, ils n'ont le choix de revenir sur les débats qu'en vertu d'une modification de la loi ainsi ratifiée. Parce que qu'on ne se méprenne pas, Nzekouye ses pairs, c'est un agronome, c'est des questions techniques de droit. On ne revient sur la question des ratifications que lorsqu'il y a matière à modifier. Parce qu'évidemment, les actes qui sont ratifiés deviennent dans la matière, je ne dis pas sur la forme, dans la matière, ces actes deviennent des actes ayant force de loi. Évidemment, dans la taxinomie des textes dans l'ordonnancement juridique, une ordonnance-loi a la même valeur juridique qu'une loi. Ce qui veut dire que la modification de l'ordonnance-loi ne peut passer que par une loi. Donc ici, c'était simple. En fait, c'est la magie du droit. C'était d'expliquer juste aux collègues que les débats ici, la discussion doit se résumer en la question de l'opportunité. Soit la ratification ou non. Voilà, somme toute, ce que je tenais à apporter à votre conscience. Quelle qu'en soit l'importance des matières qui y sont contenues, le Parlement en cette matière a des mains liées. Si en France, il peut arriver conformément à l'article 38, que le Parlement puisse y apporter des modifications, c'est à la suite du premier alinéa, qui dit que la ratification en France est une opération express. Elle est express. On vous accuse d'avoir étouffé les débats au niveau de l'Assemblée nationale, que vous ne voulez pas qu'il y ait débat, vous voulez lier le député de ne pas bien faire leur travail. C'est un choix de la facilité que de dire finalement que nous étouffons les débats. Alors qu'il s'agit d'une question technique de droit. Écoutez, le droit est parfois axiomatique pour le non-initié. Lorsque vous n'avez pas des informations sur la procédure, sur la manière de faire, ou lorsque vous n'êtes pas juridiquement loin, vous devez vous en abstenir. C'est ce que Nzekouye aurait dû faire. Oui, honorable, le 6 février devient journée fériée. Est-ce que les procédures que le président de la République a empruntées est correcte, puisque ça n'a pas été légiféré au niveau de l'Assemblée nationale? On a vu l'ordonnance comme ça tomber de la présidence. Quel est votre point de vue en tant que juriste? La question fondamentale à se poser ici, est-ce que la compétence de décider des journées fériées est-elle une matière législative? C'est ça la question fondamentale. Lorsque vous interrogez les articles 122, 123 et d'autres dispositions et passes de la Constitution qui constituent le champ matériel du domaine de la loi, vous n'y trouvez aucune disposition expresse qui accorde au Parlement la possibilité d'intervenir sur la base d'une loi, s'agissant évidemment de la décision à prendre quand tu as une journée fériée ou pas. Et que donc, en droit administratif, toutes les matières autres qui ne sont pas du domaine de la loi ont un caractère strictement réglementaire. Cela veut dire que lorsque la loi, la Constitution, ne dit pas que telle matière relève du domaine de la loi, nous ne pouvons pas en préjuger et dire que le président de la République a fauté. Encore que faut-il le prouver, parce que sous le plan de la forme, je pense que le président de la République n'a pas eu tort de prendre une ordonnance, encore que la législation à l'état actuel n'ouvre aucune passerelle au Parlement
d'intervenir sur la question. Je comprends d'où vient la confusion. C'est parce que le président de la République, Alain Ankamba, a demandé au président de l'Assemblée nationale et au président de prendre des dispositions utiles. Prendre des dispositions utiles ne veut pas forcément dire légiférer dans ces domaines-là. Non. Les gens n'ont pas compris le sens du discours du chef de l'État. Ça veut dire que c'était une invitation interinstitutionnelle qui est celle d'accompagner, n'est-ce pas, son gouvernement à lui, le président de la République et l'exécutif, dans la démarche de pouvoir élever Simon Kimbangu, qui du reste dans nos églises, par exemple à mon église, a été déjà longtemps canonisé.